Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait. Bâle-Ville, le demi-canton de Bâle-Ville, ça vous dit quelque chose? Non. Alors moi, je suis allée à Bâle, mais pour faire le Rhin. Bâle, c'est quand même connu, mais... Autrement, au zoo. Je connais très peu, mais je suis allé une fois. C'est une ville très agréable. Les transports publics sont très bon marché. L'industrie pharmaceutique, là, et les ports, là, les ports qui va au Rotterdam, là, comment dire, les Rhin. Hein. Je suis allée quand j'étais petite au zoo. Et voilà, c'est tout. Non, à part le zoo. J'ai visité un tout petit peu, mais sinon je fais que traverser quand je vais en Allemagne, c'est tout. Coucou la Suisse et bienvenue aujourd'hui dans le demi-canton de Bâle-Ville. Nous irons à Bâle, capitale de la culture. Au port de Bâle, sur le Rhin, le plus important port du pays. Au zoo de Bâle, qui élève des espèces extrêmement rares. À Rion enfin, sur les traces des jouets de nos grands-parents. Aujourd'hui, on s'évade dans le demi-canton de Bâle-Ville. Bâle-Ville, c'est le frère jumeau de Bâle-Campagne, juste à côté. Ces deux demi-cantons se sont séparés il y a 200 ans et c'est vrai qu'ils ne se ressemblent, mais alors pas du tout. Comme leur nom l'indique, Bâle-Campagne, c'est à la campagne et Bâle-Ville, bah oui, c'est en ville. Et c'est là que nous allons. Bâle, c'est la capitale de la culture. On vient y visiter une trentaine de musées, tous plus fascinants les uns que les autres. Alors là, je vous vois carrément venir. Les musées, c'est gnangnan, l'art, c'est nul. Eh ben non, pas à Bâle. Des assiettes accrochées à la façade d'un bâtiment. Personne ne peut rester insensible à un truc pareil. On se pose forcément des questions. Eh ben l'art, c'est ça. C'est beau, pas beau, bête ou intéressant, on aime ou on n'aime pas, mais on est toujours surpris. Mieux, l'œuvre d'art devient collective lorsque chaque passant y met un mot. Et voilà comment Peter devient un artiste. Jean Tinguely faisait partie de ces artistes un peu fous. Fribourgeois de naissance, il a fait ses études ici, à Bâle. Et on s'en souvient lorsque l'on borde cette curieuse fontaine peuplée de créatures étranges sorties de l'imaginaire de Tinguely. Voilà comment quelques bouts de ferraille destinés à la casse se transforment, eux aussi, en œuvres d'art. Et après ça, qu'on ne vienne plus me dire que l'art, c'est gnangnan et toc. Changement de décor. En suivant le cours du Rhin, la balade devient tout de suite moins romantique, forcément. Nous sommes devant le plus grand port de Suisse. Et quand je dis le plus grand, c'est par Bâle que passe la moitié de toutes les marchandises étrangères qui arrivent en Suisse. Certains bateaux commencent ou terminent ici un périple de plus de 1000 km jusque dans les eaux froides de la mer du Nord. Le Rhin traverse 6 pays, des montagnes et des vallées avant de rejoindre les Pays-Bas. À Bâle, impossible de repartir sans visiter le zoo. L'un des plus renommés de Suisse. Plus de 6000 animaux vivent ici et à en croire les petits qui naissent chaque année, ils s'y plaisent plutôt bien. Car les zoos ont évolué. Ils ne se contentent plus d'enfermer les animaux, ils participent à de véritables programmes d'élevage de certaines espèces menacées. Et nous allons voir comment le zoo de Bâle sauve chaque jour quelques-uns des animaux les plus rares de notre planète. Olivier Pagan est le directeur du zoo et il nous emmène aujourd'hui près de l'enclos d'un animal rare, gravement menacé d'extinction, le très joli âne de Somalie. Comment on est arrivé là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est arrivé à constater qu'en fait il n'y a plus que quelques centaines d'ânes de Somalie dans la nature. En fait tout simplement parce qu'en Somalie, en Érythrée,
en Éthiopie où ces animaux sont indigènes. Ces animaux ont été chassés pour leur viande. Et puis, il y a un autre problème, c'est que l'homme prend de plus en plus de place. Plus loin, M. Pagan nous emmène près de l'enclos d'un autre animal, lui aussi gravement menacé de disparition il y a quelques années encore, le crocodile du Nil. Chassé sans relâche pour la qualité de sa peau, il aurait dû fatalement s'éteindre. Mais c'était sans compter sur l'acharnement des défenseurs des animaux qui ont réussi à sauver les crocodiles du Nil. Et voilà comment. Alors, les crocodiles du Nil ont le grand avantage d'avoir été sauvés grâce à une convention internationale sur le marché, sur le commerce des animaux en voie de disparition dans les années 70. Et ils ont été sauvés grâce à ce qu'on appelle le ranching ou bien le farming. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, pour pouvoir faire quelque chose pour le crocodile, il faut pouvoir le reproduire. Parce que sinon, il n'y avait que du braconnage en fait dans la nature. On en faisait des sacs à main, on en faisait des souliers et tout ça. Puis vous ne pouvez pas interdire sans que les gens profitent ou bien profitent d'une manière ou d'une autre de quelque chose. Et on leur a dit, si vous faites du farming, c'est-à-dire vous produisez des crocodiles dans une ferme comme on produit du bétail, vous osez vendre le cuir de ces crocodiles, mais vous devez, et ça c'est alors vraiment quelque chose de la condition sine qua non, vous devez en relâcher dans la nature un certain pourcentage. Depuis maintenant plus de 10 ans, le zoo de Bâle réfléchit à de nouveaux enclos plus confortables pour ces animaux. Et voilà à quoi pourraient bientôt ressembler tous les zoos. Cet enclos s'appelle l'espace africain et regardez bien, 3 espèces animales cohabitent ici, comme à l'état sauvage. Les autruches, les zèbres et les hippopotames. C'est une petite révolution dans le monde des zoos. Ça veut dire qu'en fait, si on regarde comment est conçue notre planète, on a des plantes, on a des animaux, on a l'homme, et puis qu'en fait, chacun a sa place. Et puis si on veut expliquer ça au public, le public doit se sentir bien quand il fait la visite ici aux Zoos de Bâle. Et puis c'est ce qu'on a essayé d'expliquer par cet enclos-là. Voyez-vous, les animaux vivent paisiblement ensemble et puis nous, on a une responsabilité, l'homme. On a la responsabilité de préserver ces biotopes et ces milieux naturels. À quelques grandes enjambées de la ville de Bâle, on vous emmène à Riom. Dans l'une des plus belles maisons du village, voici un musée fait sur mesure pour les enfants, puisqu'il raconte l'histoire d'un objet qui vous fascine, le jouet. En se promenant entre les vitrines, on apprend que le jouet existe depuis toujours. Les tout premiers n'étaient pas très sophistiqués. Ça, c'est une vache bricolée avec quelques bouts de bois. Les premiers jouets retrouvés, par exemple des os d'animal, d'un bœuf ou d'un âne mort, ou avec un bout de bois dans le bois même ou dans la cour de la maison, peut-être avec un bout de papier ou avec un bout de tesson si ça existait. Alors tout ce qui traînait par terre, ce qui ne servait à plus rien, peut-être ça servait à jouer. Et puis, il y a 200 ans, des entreprises se spécialisent dans de nouveaux jouets avec de nouveaux matériaux. Des poupées en porcelaine pour les filles, des trains à vapeur qui fonctionnent vraiment pour les garçons. Mais tout cela est très cher et seules les familles riches peuvent se les offrir. Voilà à quoi ressemblait la salle de jeu d'un enfant de bonne famille en 1800 et des poussières. On n'y allait que pour de grandes occasions, sous les yeux attentifs de la nourrice. Le chic du chic à l'époque, c'était ces maisons de poupées où la vie quotidienne de l'époque était reconstituée sur plusieurs étages et en miniature. Le musée s'est arrêté là. Il aurait pu parler de l'arrivée des ordinateurs, des jeux vidéo, mais il ne l'a pas fait, peut-être parce qu'il regrette l'époque où le jouet était un petit trésor. Moi, mon jouet trésor, c'est Peter et il n'est pas en plastique. Mais chut, c'est déjà l'heure à laquelle les nains de jardin redeviennent des nains de jardin.